Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier de me donner la possibilité d'être ici aujourd'hui. Et c'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous, réunis pour cette cérémonie de prix de thèse. Avant tout, je tiens à remercier les jurys pour son choix et la présidente du jury et l'Université Paris-Est qui m'a donné la possibilité de présenter aujourd'hui les résultats de ma recherche. Et je remercie également les laboratoires CREC de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de passer 3 vraiment merveilleuses années d'immersion dans les études. Mais je tiens surtout à remercier ma directrice de thèse, Silvia Milanesi, qui est ici aujourd'hui, qui a suivi mon travail pas à pas, me soutenant et me conseillant avec perspicacité et sagesse, mais aussi avec passion et générosité. Et je voudrais dire que l'amitié et la complicité intellectuelle avec elle ont été l'un des plus beaux cadeaux de ce doctorat. Merci, Silvia. En ce qui concerne les sujets de ma recherche, je voudrais commencer par dire qu'il a été profondément passionnant pour moi. Depuis de nombreuses années, mon domaine d'étude est la Grèce antique. L'analyse des rapports sociaux entre les sexes a toujours fait partie aussi de mes centres d'intérêt. Et en même temps, je trouve très intéressant l'utilisation politique de la peur à travers les siècles. Et les sujets, comme vous avez déjà écouté, les sujets de mon travail est précisément une peur, la gynécophobie en Grèce, c'est-à-dire la peur suscitée chez les hommes par la menace féminine. Une peur que j'ai étudiée non pas en tant qu'émotion, mais comme un dispositif idéologique dans une perspective historique et matérialiste. Cette recherche part du constat qu'en Grèce, lors du passage de l'époque archaïque à l'époque classique, on assiste à une multiplication des représentations des femmes dangereuses issues du mythe, de l'histoire et de la pseudo-histoire. Filicide, meurtrière de mari, marâtre, séductrice, sorcière, empoisonneuse, bacchante, monstre féminin, dont les caractères sanguinaires et débridés sont progressivement accentués. Partant du principe que les faits culturels sont étroitement liés aux changements historiques et aux structures matérielles de toute civilisation, ma question de recherche était au début la suivante. Y a-t-il un rapport entre cette augmentation d'héroïnes dangereuses dans les sources et le fait qu'elles coïncident avec les développements de la démocratie athénienne, de ses institutions et de ses structures sociales? Après avoir réalisé une étude approfondie d'une 60aine de figures d'héroïnes dangereuses à travers un très large corpus de sources littéraires, épigraphiques et iconographiques, j'ai formulé quelques conclusions que je vous exposerai ici en 3 points de façon très synthétique. Premier point. La plupart de ces figures sont représentées de plus en plus comme dangereuses lors de la transition entre le 6e et le 5e siècle. Ces évolutions négatives doivent être reliées les uns aux autres, et cet ensemble peut être défini comme un phénomène tendanciel qui ne concerne pas, absolument pas, les figures masculines dangereuses. 2. Parallèlement à ces phénomènes, la vision sapientielle et populaire de l'infériorité et de la dangerosité de la soi-disant lignée de femmes a été codifiée sur le plan médical, biologique et philosophique, fournissant une base rationnelle à la pensée misogyne et gynécophobe de l'époque. 3, c'est le point le plus important, il existe une étroite relation entre ces phénomènes et l'évolution des structures politiques d'Athènes, des régimes matrimoniaux, d'héritage et des dots à travers la législation de Solon, Clisthène et Périclès. Étant donné l'importance de la légitimité des citoyens et de la transmission ordonnée de leurs richesses dans l'Athènes classique, il était à ce moment nécessaire de discipliner les femmes de manière à permettre leur exclusion de nombreux droits politiques et économiques et en même temps leur inclusion dans la communauté en tant que productrices et reproductrices bon marché.
Dans ce contexte, la misogynie et la gynécophobie se présentent comme un des nombreux dispositifs idéologiques fonctionnels à la justification de la hiérarchisation de deux sexes sociaux, à l'exploitation du travail féminin, à la séparation des femmes des moyens de production, à la domestication hétérosexuelle et reproductive de leur sexualité. Dans latin classique, donc, comme de nombreuses autres périodes historiques, la gynécophobie n'est pas une invariante de la psyché masculine, comme le pensent de nombreux chercheurs, mais un instrument de contrôle social basé sur un usage politique de la peur et sur la catégorisation des femmes en tant que groupe naturel. Les processus de dénaturalisation au cours de l'histoire se sont souvent avérés utiles pour l'infériorisation des groupes sociaux primés, tels que les femmes, mais pas seulement les femmes. Le cas athénien est un exemple clair de la manière dont la justification fondée sur l'idée de nature des relations de pouvoir est secondaire et consécutive sur un plan chronologique et logique à la cristallisation des rapports de domination eux-mêmes. Ayant déjà travaillé à une première thèse soutenue en Italie, je laisse derrière moi aussi cette seconde période doctorale avec davantage encore d'envie de poursuivre mes recherches sur ces questions centrales pour les femmes et qui nous permettent aussi de réfléchir sur d'autres avenirs pour les présents actuels. Merci.